Madame, monsieur, gars et filles, bienvenue dans ce printemps qui s'étire, ce mois de mai qui prend son temps pour s'installer. Vous êtes sur TVC9 et Témis TV. Voici vos actualités des derniers jours. D'abord, on s'en va du côté de North Bay, dans le nord-est ontarien. Un homme de 22 ans qui a été arrêté après une enquête sur des violences conjugales qui sont survenues sur la route 11, près de Sandam Road. Les policiers ont été appelés à intervenir après un signalement d'agression à l'intérieur d'un véhicule. À leur arrivée, ils ont localisé la victime sur l'accotement, présentant des blessures visibles avant de la transporter à l'hôpital. Le suspect a pris la fuite dans une zone boisée, mais a été retrouvé peu de temps après grâce à l'intervention de l'équipe d'urgence, dont un hélicoptère de l'OPP. Un pistolet a été saisi dans le véhicule lors de l'enquête. L'accusé, originaire d'Orillia, fait face à plusieurs chefs d'accusation: agression, menaces, infractions liées aux armes à feu et non-respect d'une ordonnance de probation. Il demeure détenu. Les autorités rappellent que toute personne victime de violence peut contacter les services aux victimes du district de Nipissing, notamment au 705-472-2649 ou composer bien sûr le 911 en cas d'urgence. Et la municipalité de Notre-Dame-du-Nord et la Témiscamingue First Nation a convié la population et les élus à la marche de la robe rouge. Ça se passait mardi 5 mai, un événement de commémoration et de sensibilisation en hommage aux femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées, organisé par le comité de citoyennes et de citoyens de Témiscamingue First Nation et de Notre-Dame-du-Nord. La marche s'est inscrite dans le cadre de la journée de la robe rouge, soulignée à l'échelle du pays. Cette journée dénonçait la violence disproportionnée vécue par ces personnes, y compris au Québec, tout en rappelant l'importance de la mémoire collective. Elle s'inspire notamment du projet Redress de l'artiste métisse James Black. And we don't want to forget them, but do you mean we do enough for them? No, we don't do enough. We don't do enough to. You said we don't do enough. No, we don't do enough to help families to, one, cope with the trauma of having lost a murdered or missing woman, and we don't do enough to be able to encourage police forces and other security personnel to work on those cases. A lot of them are cold cases now, and we need people to be able to continue to look for those missing family members, because it's one thing to say they're missing and murdered Indigenous women, but they are somebody's mother, they're someone's sister, they're someone's aunt. And that's very important to keep that message alive and to keep searching. We still have a lot of things to do. We do. We have a great deal to do. That's why we have to stay here. And that's why we have to organize these types of walks to bring awareness and to keep it in the media so that people will continue to work on the problems of missing and murdered. We are here for them. Yes. What is your name? My name's Darlene Bowen. Okay. And I am president of Keepers of the Circle, an urban Indigenous hub in New Lisbon on the Ontario side. Thank you to You're talk very to welcome. Important for you to be here? Yes. What does that mean? Like what the day means or what it means to me. What it means to you? It feels important to me because like it's kind of sad how many people went missing. So it's like it's important to show your love for all the people that went missing. And do you think it's helped to save those lady and child? Yes. Yeah. Thank you. What does that mean this day for you? This day shows awareness to all the women and girls and the Two-Spirit that have gone missing. And what it's done to you to be here? How do you feel? I feel both a little bit happy and sad. I'm happy because I get to show like
my community how like proud I am to be able to. That's great. Thank you. Thank you for being here today. Alors, merci d'être là pour faire mémoire aujourd'hui de ces femmes disparues. Michel Vaillant, c'est important de soutenir nos collègues autochtones aujourd'hui? Tout à fait. C'est important de faire mémoire. On ne peut pas changer le passé, mais on peut s'assurer que ça ne se reproduise pas. Et c'est important pour nous, c'est important pour moi et le conseil municipal de Notre-Dame-du-Nord d'être présent aux côtés de la Première Nation de Témiscamingue, de sorte à leur montrer notre soutien et aussi de leur dire on n'est pas là juste quand ça fait notre affaire, on est là quand c'est important de l'être. Ça ramène, et c'est comme je le disais, ça ne ramènera pas le passé et ça ne changera pas non plus le passé, mais de conscientiser les gens aujourd'hui à l'importance et de dire ça se produit encore. Et comme ça se produit encore, il faut prendre les mesures nécessaires, il faut être vigilant et il faut rapporter les événements lorsqu'on les constate pour éviter que d'autres ne disparaissent. Écoutez, vous savez, c'est sûr que dans mon rôle de préfet, c'est le territoire. Le territoire, c'est plusieurs municipalités, c'est 4 communautés autochtones. D'être ici aujourd'hui en accompagnement de Témiscamingue First Nation avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, je pense qu'il fallait trouver un espace en notre horaire pour être là absolument. Parce que, un peu comme Michel l'a dit, le passé, on ne peut pas y revenir. Il faut quand même l'avoir en tête pour se dire comment on est capable d'avoir des actions qui nous permettront, au niveau de la sécurité publique, de faire en sorte que nos communautés qui ont à travailler ensemble, les hommes en fonction des femmes, parce qu'on le vit en fonction des communautés autochtones à cause du passé, mais on voit les féminicides qui arrivent encore en 2026. C'est incroyable. Il faut continuer à investir sur la prévention pour faire en sorte que des hommes, ou en tout cas des gens qui ont porté des gestes disgracieux, qu'on soit capable de cesser ça. C'est incroyable, là. Alors, d'être ici aujourd'hui au sein de la communauté, de représenter l'ensemble des municipalités, il faut le faire. Puis on va aller faire la marche avec ces gens-là. Puis l'idée, c'est pas d'être là qu'aujourd'hui. Il fallait être là hier, on est là aujourd'hui, puis on devra être là demain, main dans la main. Un appel au 911 peut franchir la frontière sans que vous le vouliez ou le sachiez. La situation aurait retardé le secours à un citoyen de Saint-Bruno-de-Guay qui pourrait avoir succombé à un infarctus dans l'attente. Et tant que la situation ne sera pas résolue, malheureusement, ça pourrait encore arriver à Notre-Dame-du-Nord. Et donc, a-t-on appris aussi dans d'autres villes témiscamiennes, des citoyens voient leur appel d'urgence redirigé vers l'Ontario, un phénomène bien réel qui pousse à la municipalité à lancer un appel à la vigilance. Notre-Dame-du-Nord qui prévient que dans certains secteurs situés près du lac Témiscamingue ou de la frontière ontarienne, les appels cellulaires au 911 peuvent être automatiquement acheminés vers la centrale d'urgence de North Bay plutôt que vers celle de Rouyn-Noranda. Déjà observée à plusieurs reprises, cette situation s'explique par la position des tours cellulaires et les conditions environnementales, notamment lors d'intempéries ou lorsque le signal ontarien est plus puissant. L'incident récent que je vous indique est venu rappeler l'importance de se préparer en cas de redirection vers une centrale ontarienne. Vous êtes invité à demander rapidement un télécommunicateur francophone et à exiger un transfert vers les services d'urgence québécois. Si la situation le permet, il peut être utile de raccrocher et de rappeler après s'être déplacé légèrement afin de capter une tour québécoise. Et écoutez bien, l'utilisation d'une ligne téléphonique filaire demeure une option plus fiable pour assurer une localisation précise. La municipalité souligne que ce phénomène est accentué par la couverture cellulaire plus dense du côté ontarien dans ce secteur, ainsi que par des facteurs comme la météo, le relief et les obstacles physiques.
des toits en tôle notamment. Des ententes de collaboration entre les centrales de Rouyn-Noranda et North Bay permettraient toutefois de faciliter le transfert des appels. À plus long terme, l'implantation du 911 de prochaine génération devrait améliorer la situation. On va suivre ça de près. Le système qui reposera sur la géolocalisation GPS des téléphones plutôt que sur les tours cellulaires, réduisant les risques de redirection vers l'autre province. Aucune date de déploiement n'est toutefois confirmée. En attendant, Notre-Dame-du-Nord invite les citoyens à adopter de bons réflexes. Une préparation adéquate peut faire toute la différence lors d'une situation d'urgence qui, vous le savez, peut mal virer. Maintenant, le commissaire à la lutte contre la corruption, Vincent Richet, a rencontré des élus de la MRC Témiscamingue dans le cadre d'une séance de sensibilisation à la corruption. Invité par les élus de la région, le commissaire souhaitait renforcer les connaissances des décideurs municipaux afin qu'ils puissent mieux reconnaître les situations à risque et mettre en place des mécanismes de prévention efficaces. Il rappelle que la prévention demeure un élément clé pour contrer les actes répréhensibles au sein des institutions publiques. Cette rencontre qui s'inscrivait dans une tournée amorcée à la suite des élections municipales de novembre dernier. Depuis, plus d'une centaine d'élus et de gestionnaires municipaux ont été sensibilisés à ces enjeux québécois. Le préfet de la MRC, Martin Lefebvre, a souligné l'importance de cette initiative pour outiller les élus dans l'exercice de leurs fonctions et maintenir la confiance du public envers les institutions municipales. Il indique que cette démarche s'inscrit dans une volonté de promouvoir une gouvernance transparente et responsable. Le commissaire à la lutte contre la corruption, qui dirige notamment l'unité permanente anticorruption, coordonne les actions de prévention, d'enquête et de vérification en matière de corruption dans le secteur public. Toute information liée à des actes de corruption ou de fraude envers l'État peut être transmise. Vous pouvez le faire via le site web ou par téléphone. Et la préparation au sinistre revient au cœur des priorités alors que la semaine de la sécurité civile se déroule depuis dimanche dernier jusqu'au 9 mai, alors que le ministère de la Sécurité publique lance cette 20e édition sous le thème « Agir ensemble pour la sécurité de tous » afin de relancer l'importance pour les citoyens de se préparer aux situations d'urgence. Municipalités et partenaires proposent diverses activités pour mieux faire connaître les mesures à adopter avant, pendant et après un sinistre, notamment la préparation d'un plan familial et d'une trousse d'urgence. Le ministre Yann Lafrenière souligne que la multiplication des aléas climatiques renforce la nécessité d'une préparation individuelle et collective. Il rappelle que la sécurité civile repose à la fois sur les actions des autorités et sur la vigilance des citoyens, tout en saluant l'engagement des intervenants et des bénévoles à travers le Québec. Et attention, des vendeurs itinérants continuent de contourner les interdictions en vigueur, incitant l'Office de la protection du consommateur à lancer un appel à la vigilance au Témiscamingue, en Abitibi comme partout, malgré l'interdiction adoptée en novembre 2024 pour plusieurs produits et services liés à l'habitation. Il y a près de 500 manquements qui ont été signalés. Certains commerçants utilisent encore des prétextes comme l'économie d'énergie, les subventions ou l'inspection pour entrer chez les consommateurs et leur faire signer des contrats coûteux. Avec l'appui de la Régie du bâtiment du Québec et d'Hydro-Québec, donc, l'Office met en garde contre ces pratiques, notamment dans les secteurs des thermopompes, des panneaux solaires et de la toiture. Les autorités qui recommandent de ne jamais signer sous pression, de comparer plusieurs soumissions et de vérifier les permis et références des entrepreneurs avant de vous engager si jamais on entre chez vous malgré l'interdiction. Et le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue souligne son 40e anniversaire. Bonne fête! Et invite la communauté à un événement rassembleur. À l'occasion de l'anniversaire, le CPST invite la population, ses partenaires et les acteurs du milieu à se joindre à un événement soulignant 4 décennies d'engagement en prévention de la détresse psychologique et du suicide. Depuis 40 ans, l'organisme est présent auprès des personnes vivant des moments de vulnérabilité, tout en contribuant à
bâtir une communauté plus attentive, solidaire et bienveillante. À travers ses services, ses actions de sensibilisation et ses collaborations, l'organisme qui poursuit une mission essentielle, être présent, soutenir et contribuer au mieux-être de la population. Leur travail se vit dans les moments importants, mais aussi dans tous les gestes du quotidien qui permettent de créer des liens et de faire une différence. C'est ce que souligne Annabelle Landry-Jeunesse, la directrice de l'organisme. Un moment tourné vers l'avenir à l'occasion de son 40e anniversaire. L'organisme qui profite de ce moment pour dévoiler une nouvelle approche de promotion de la vie ancrée dans des gestes simples et concrets du quotidien. Un moment symbolique viendra également marquer le lancement, invitant les participants à réfléchir à ce qui fait du bien pour soi et pour les autres. L'événement se déroule samedi le 9 mai entre 10h et midi à la Galerie du Rif et se veut un moment chaleureux, accessible, porteur de sens. L'organisme qui souhaite créer un espace de rencontre où la communauté pourra se rassembler, échanger, souligner ensemble une étape importante. Le 40e anniversaire qui marque le début d'une année d'activités visant à sensibiliser la population, valoriser les gestes qui contribuent au mieux-être et renforcer l'engagement collectif envers la prévention. Le CPST œuvre depuis 40 ans maintenant en prévention du suicide et en promotion de la santé mentale sur le territoire du Témiscamingue. Par son approche humaine, ses actions sur le terrain, il contribue activement au mieux-être de la communauté. Et toujours au Témis, dans le monde culturel, la reconnaissance des bénévoles du Témiscamingue prend forme avec la diffusion d'une première capsule vidéo qui met en lumière leur engagement au sein de la communauté. La Commission culturelle témiscamienne qui lance la première capsule d'une série de 3 consacrée aux bénévoles du milieu culturel, un projet visant à valoriser la contribution essentielle à la vitalité régionale. Depuis des décennies, ces bénévoles investissent temps et argent pour préserver et promouvoir la culture locale. Cette première capsule qui donne la parole à 2 femmes engagées dans la sauvegarde du patrimoine, à Rémigny, Micheline Barrette, cofondatrice de la Fondation Legs de nos aïeux, agit comme gardienne de la mémoire collective. Elle rappelle que s'impliquer en patrimoine, c'est donner un avenir au passé. Et à Saint-Bruno-de-Guigues, Lynn Gagnon contribue depuis des années au rayonnement du domaine green, soulignant le rôle clé du bénévolat dans la mise en valeur des sites culturels. La présidente de la Commission culturelle témiscamienne, Édith Laperrière, souligne que l'engagement soutient concrètement les organisations et la richesse des activités culturelles du territoire. La capsule est accessible en ligne sur le site web témiscamingueculturel.ca. Et au communautaire, dans le cadre de cette démarche, un arrêt est prévu à Ville-Marie le jeudi 14 mai de 13h à 16h au centre Frère Moffett. L'activité qui vise à faire connaître les services de l'organisme tout en favorisant les échanges avec les acteurs locaux sur leur réalité et enjeux. La rencontre prend la forme d'une exposition ludique présentant le croque à thé, suivi d'un atelier participatif. Les discussions mèneront à la création d'une œuvre collective, reflet des préoccupations et pistes de réflexion partagées. L'événement est ouvert autant aux membres qu'aux organismes communautaires de la région qui ne sont pas affiliés dans une volonté d'agir, d'élargir le dialogue surtout et de renforcer les liens au sein du milieu. Coup d'œil sur les mines, l'industrie minière qui se met en vitrine jusqu'à dimanche à travers la province dans un contexte mondial incertain, alors que débutait une nouvelle édition de la semaine minière du Québec. Entre le 27 avril et le 3 mai, l'événement piloté par l'Association minière du Québec avec l'Institut canadien des mines de la métallurgie et du pétrole s'est déroulé sous le thème « Notre avenir se forge ici ». Il voulait rapprocher le public d'un secteur jugé stratégique, notamment à l'approche des discussions entourant l'accord Canada-États-Unis-Mexique. La ministre des Ressources naturelles des Forêts, Catherine Champagne-Jourdain, a souligné que les minéraux et métaux sont essentiels aux infrastructures, aux technologies et à l'innovation, en plus de représenter un moteur économique important pour les régions comme le Témiscamingue, dans un contexte de doute sur les chaînes d'approvisionnement et de compétition accrue pour les ressources. L'industrie minière québécoise se positionne comme un levier d'autonomie économique et de sécurité. Le développement local de minéraux stratégiques permettra au Québec de renforcer sa capacité d'innovation tout en demeurant
un partenaire fiable en Amérique du Nord. La présidente directrice générale de l'AMQ, Emmanuelle Toussaint, rappelle que ces ressources sont omniprésentes dans le quotidien des téléphones au réseau électrique et insiste sur l'importance de mieux faire connaître les pratiques de l'industrie au programme des visites de sites, des conférences, activités familiales et découvertes muséales avec l'objectif de sensibiliser la population et d'attirer une nouvelle génération vers le secteur. La Journée mondiale des médecins a souligné le 1er mai le rôle essentiel que jouent les médecins dans les communautés canadiennes entre soins aux patients, défense de la santé publique, recherche et formation de la relève. En première ligne d'un système de santé sous pression, les médecins qui font face à des défis importants, notamment le vieillissement de notre population, la pénurie de personnel, la désinformation et l'alourdissement des tâches administratives. Malgré les contraintes, ils continuent d'assurer, heureusement, des soins essentiels au quotidien. L'Association médicale canadienne affirme qu'il reste du travail pour mieux soutenir les médecins, les patients et réitère son engagement à défendre un système de santé publique accessible et efficace. La population, vous êtes invité à profiter de la journée et de cette semaine, pourquoi pas, pour remercier les médecins pour leur engagement et leur contribution à la santé des gens du Canada. Et attention, la grille du Frêne progresse et force un resserrement des mesures, y compris au Témiscamingue, où la vigilance est de mise pour protéger les forêts et l'économie régionale. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a élargi les zones réglementées au Québec et en Nouvelle-Écosse et interdit le déplacement de bois de chauffage, de frênes et de produits de frênes sans autorisation. Déjà responsable de la mort de millions d'arbres, oui, des millions d'arbres en Amérique du Nord, cet insecte envahissant qu'on voit là continue de menacer les milieux forestiers alors que des décisions sur la stratégie de gestion sont attendues en 2026. Le territoire interdit au Témis est indiqué sur la carte que vous voyez et qui paraît sur la page Facebook du site web de Témis TV. On en est déjà au sport régional qui place le basketball à Lorrainville en évidence. Les inscriptions au mini-basket sont ouvertes pour les élèves de 5e, 6e année du centre de service scolaire du Témiscamingue, la CSSLT. L'activité qui est offerte à 90 $ se déroule dès le 25 mai jusqu'au 13 juillet à raison d'une pratique par semaine. Les séances vont avoir lieu à l'école Marcel Raymond à Lorrainville tous les lundis de 18 à 19 h. Le programme est mixte et pourra accueillir un maximum de 12 jeunes, c'est jusqu'à 19h30. OK. Alors qu'un minimum de 6 participants est requis pour assurer la tenue des activités. Les joueurs inscrits recevront un chandail et un ballon. Les personnes intéressées doivent s'inscrire par courriel, tandis que des informations supplémentaires sont disponibles par téléphone auprès des organisateurs. L'organisation précise que l'horaire et le déroulement des pratiques pourraient être ajustés selon la participation et la disponibilité des éducateurs. Au hockey, les partisans des Canadiens de Montréal ou d'une des équipes toujours présentes en série sont aux anges et ceux et celles qui attendent le retour des Pirates de Ville-Marie et des Titans Témiscamingue. Vous avez entouré la date du 20 mai au calendrier. Le repêchage 2026 des Pirates a lieu le 20 mai à 18h30 et représente l'unique porte d'entrée pour les joueurs souhaitant joindre l'organisation. Au-delà du hockey, les Pirates qui misent à Ville-Marie sur le développement global des athlètes en encourageant la poursuite des études, que ce soit en formation professionnelle, au collégial ou à l'université, ainsi que l'intégration au marché du travail. L'organisation qui offre aussi une vitrine pour les joueurs désirant être recrutés à des niveaux supérieurs, notamment en Europe. Évoluer avec les Pirates, c'est intégrer une formation compétitive reconnue et faire partie d'une équipe soutenue par un public fidèle, rassemblant des centaines de partisans au Témiscamingue. Les joueurs intéressés à tenter leur chance sont invités à communiquer avec l'organisation pour obtenir plus d'informations sur le processus de repêchage. Et vous êtes prêts pour le retour du Titan de Témiscamingue? Il reste un peu plus d'une quinzaine de jours, aussi avant le repêchage de la Great Metro Hockey League, prévu le 20 mai 18h30, je vous le rappelle. Et les Titans invitent les joueurs intéressés à se joindre à une organisation axée sur le développement et la progression à les rejoindre. La formation
mise sur une saison régulière de 42 matchs, incluant le showcase, et offre 14 heures d'entraînement par semaine sur glace et hors glace. Les joueurs évoluent également devant une moyenne de 400 partisans par match dans un environnement compétitif et structuré. À proximité de 4 équipes majeures juniors dans un rayon de 250 km, l'organisation assure une visibilité intéressante pour les athlètes souhaitant franchir les prochaines étapes du parcours. Les Titans encouragent les espoirs à porter le bleu et à suivre la tradition en communiquant avec l'équipe pour obtenir plus d'informations. Ben voilà qui est fait pour ce tour d'horizon de ce qui s'est déroulé autour de nous. Une fois de plus, merci de nous suivre et de participer aux nouvelles ici dans ce bulletin unique et fait pour vous et de communiquer avec nous sur la page Facebook du site web Témis TV. Pour nous joindre, les gens d'ici écrivent à journaliste@témis.tv. Bonne semaine et à mercredi prochain après le bingo!